Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, crime du 28 septembre 2009, réouverture du procès ce 18 décembre. 7 accusés comparaissent entre autres pour abus d'autorité, meurtre et assassinat. Colonel Bienvenu Lama donne sa version des faits, une première journée d'intenses débats. À l'Université de l'Abbé, des infrastructures modernes voient le jour. Elles sont inaugurées en présence des membres du gouvernement, des infrastructures pour renforcer l'excellence académique. Rétrospective 2025, place au secteur de l'élevage et de la pêche. Des changements ont été opérés, des initiatives qui montrent une volonté de structurer ces secteurs afin d'assurer la durabilité et leur contribution au développement économique du pays. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et vous êtes les bienvenus dans ce 13h. Justice, crime du 28 septembre 2009, réouverture de procès. Ce 18 décembre, 7 accusés sont appelés à la barre pour abus d'autorité, meurtre et assassinat notamment. Cet autre groupe avait été cité par Toumba Diakité pour leur implication dans le recrutement de Kalia. À cette première audience, colonel Bienvenu Lama livre sa version des faits. Tierno Younoussaba, compte rendu d'audience. Jonction de procédure ou pas, le colonel Bienvenu Lama et 6 autres comparaissent devant le tribunal criminel de Dixine. La réouverture du procès des événements du 28 septembre constitue en réalité la poursuite du procès complémentaire, un an après la condamnation des Dadis, Toumba et leurs co-accusés. Il y aura jonction de procédure parce qu'ils sont tous poursuivis pour les massacres, les infractions commises au stade du 28 septembre en 2009. Et ensuite, c'est des personnes qui sont reprochées d'avoir, d'une façon ou d'une autre, participé, en tout cas de façon à donner les moyens pour les personnes qui ont eu à commettre les crimes au stade. Et nous ne sommes vraiment pas pour cette jonction de procédure. C'est pourquoi, dès l'entame du procès, nous nous sommes opposés à cette jonction. Heureusement que le président a compris qu'à l'entame de ce procès, il n'était pas question de procéder à une jonction Dans cette phase du dossier, il s'agit d'examiner le rôle des recrues de Kalia, leur présence sur les lieux et leur implication présumée dans les tueries. Des témoignages à charge, notamment ceux de Toumba contre Bienvenu Lama, ont motivé la réouverture du procès. Le tribunal criminel de Dixine, autrement composé avec la présence de nouvelles figures, va examiner les accusations et contre-accusations. Tout porte à croire que des confrontations pointent déjà à l'horizon. Évidemment, pour M. Toumba Diakité, ce sera une nécessité absolue parce que c'est lui le principal témoin à charge contre Bienvenu Lama. J'espère qu'il acceptera de venir témoigner et de réitérer surtout tous les propos qu'il a tenus à l'audience au moment de son procès. Ce n'est pas nous qui demandons. C'est Toumba Diakité qui a dénoncé mon client. Il a refusé de venir à la confrontation, à l'instruction. Aucun juge, aucun parquetier ne l'y a contraint. Ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi nous dénonçons fermement cette injustice, ce déséquilibre entre les parties au procès. Bienvenu Lama et 6 autres accusés, dont 3 en fuite, seront interrogés pour plusieurs chefs d'accusation, abus d'autorité, meurtre, assassinat, viol, coups et blessures volontaires, enlèvement, torture, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours. Cette procédure s'inscrit dans la lutte contre l'impunité et vise à rétablir les droits des victimes du 28 septembre 2009. La direction Farana, mise en service de la centrale de production d'oxygène. L'acte est officialisé par les ministres de la Santé et de la Défense nationale. Cette infrastructure sanitaire est la 7e du genre dans les régions administratives. Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara, reportage. La centrale de production d'oxygène médical de Farana vient couronner ce dispositif national en couverture de cet élément vital dans cette région administrative. L'oxygène produit dans cette centrale sera acheminé gratuitement dans les hôpitaux préfectoraux de la région de Farana. La réalisation de cette centrale permettra de sauver la vie des personnes vulnérables comme les bébés et les femmes enceintes. Elle incarne notre volonté commune que chaque mère, chaque enfant et chaque patient ait l'oxygène vital, sans obstacle ni inquiétude. Ce projet n'est pas seulement une infrastructure, c'est le symbole d'une coopération qui donne à chacun la possibilité de vivre et de s'épanouir.
Cette infrastructure est le fruit d'un partenariat solide entre le gouvernement à travers le ministère de la Santé et l'UNICEF par le biais du Fonds mondial. Les premières bouteilles d'oxygène produites par cette centrale sont pour la plupart acheminées dans plusieurs structures sanitaires de la région de Farana. La centrale de production d'oxygène médical que nous inaugurons aujourd'hui répond à un enjeu vital. L'oxygène est un médicament essentiel, indispensable à la prise en charge des urgences, de détresse respiratoire, des femmes enceintes dans des situations compliquées et difficiles, des nouveau-nés et des patients atteints de maladies chroniques. Avec cette infrastructure, Farana renforce son autonomie sanitaire et réduit durablement sa dépendance aux approvisionnements extérieurs. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour sa vision stratégique, c'est-à-dire à long terme, la construction d'une structure sanitaire, d'une architecture de santé pour le pays, qui est en cours depuis 4 ans. Nous remercions, nous félicitons le ministre de la Santé pour l'application des instructions du chef suprême des armées par un esprit dynamique. À travers la réalisation de cette centrale d'oxygène, une avancée majeure vient d'être franchie dans la prise en charge des complications respiratoires dans cette région. C'est un ouf de soulagement pour les patients et médecins de l'hôpital préfectoral de Sigiri. Une centrale thermique de 60 kW couplée à une capacité de stockage de 120 kWh sera réalisée dans 3 mois. C'est un don des ressortissants qui espèrent mettre fin aux coupures d'électricité à l'hôpital à la cérémonie de pose de la première pierre à mobiliser du monde. Moussa Komara. Chaque jour, l'hôpital préfectoral de Sigiri accueille des patients. Mais les coupures d'électricité ont longtemps fragilisé certains services vitaux, l'urgence, la maternité et le bloc opératoire. Ici, il n'y a pas de lumière. Nous sommes dans l'obscurité. Pour même donner des médicaments aux patients, il faut allumer la torche. Vraiment, si vous pouvez nous venir en aide, ça sera un offre de soulagement. À la maternité de Sigiri, il y a beaucoup de coupures de courant. Pour répondre à ces défis, ces fils ressortissants posent la première pierre de construction d'une mini-centrale thermique de 60 kWh couplée à une capacité de stockage de 120 kWh. Une solution énergétique moderne qui sera conçue pour garantir une alimentation électrique continue et sécurisée. Le choix de l'hôpital par rapport à ce projet, c'est vraiment venir en aide au président de la République qui fait déjà pas mal d'efforts pour résoudre les différents problèmes de la population. Eh bien, chacun essaie de jouer son rôle à son niveau. Aujourd'hui, on a été interpellé par rapport à cette situation et qu'on a avec plaisir secouru, donc en apportant une centrale, une mini-centrale solaire qui va venir en supplément de ce que EDG fait déjà sur le terrain. Grâce à cette nouvelle source d'énergie, le personnel médical peut désormais travailler dans de meilleures conditions, sans interruption de jour comme nuit. Les travaux vont durer 1 mois et demi. Je voudrais particulièrement remercier les donateurs, le docteur Koïta et toute son équipe pour ce geste qui viendra significativement améliorer la qualité des services au niveau de l'hôpital préfectoral de Sigiri, mais plus particulièrement au niveau du service de la maternité. À travers lui, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les fils ressortissants de Sigiri qui ne cessent à accompagner le secteur de la santé et pour améliorer les services au niveau de l'hôpital. Cet engagement fort en faveur de la santé des populations n'est pas une première. Le boulevard Ahmed Sékou Touré est déjà éclairé par ses natifs qui n'ont qu'une seule ambition, faire de Sigiri une ville moderne.
Dans la capitale forestière, remise des titres de prise en charge, c'est au profit des malades indigents. Objectif, redonner le sourire à ces patients qui sont dans l'incapacité de se prendre en charge. Le point avec Moussa Kouyaté. Zirekore, capitale de la région forestière, à plus de 1000 km de Conakry. Des malades indigents ont bénéficié des titres de prise en charge sanitaire. Un programme national initié par l'État et coordonné par le Fonds de développement social et de l'indigence. Pour l'année 2025, l'État guinéen s'est fixé pour objectif ambitieux de prendre en charge 1000 malades indigents sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, plus de 1200 malades indigents ont bénéficié de cet apport de l'État. Cet objectif ainsi atteint à plus de 120%, preuve de la forte volonté politique et de l'efficacité des mécanismes mis en place depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Cette cérémonie, au-delà du caractère qui le revêt, est dans le programme du gouvernement pour une santé universelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu une priorité. Ces malades indigents venus de toutes les préfectures de la région ont salué les efforts de l'État à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Je suis vraiment content et je remercie le groupe qui est venu pour nous sauver et je remercie le président Mamadou Doumbouya de ce qu'il est en train de faire ici en Guinée. Je tiens à féliciter très sincèrement le Fonds de développement social et d'indulgence et je leur demande, je sais qu'ils font un bon travail, mais quand on fait un bon travail, on demande beaucoup. Donc le gouvernement va demander beaucoup, je sais que vous êtes capable de le faire. Votre target va être augmenté, donc je tiens à vous remercier. Ici dans la salle, le cas spécial de cet enfant d'une dizaine d'années a attiré l'attention du public. Ses parents en larmes ont sollicité l'intervention personnelle du chef suprême des armées pour pouvoir l'évacuer en dehors du pays. 18 décembre 2023, 18 décembre 2025, il y a 2 ans, le dépôt d'hydrocarbures de Kaloum était ravagé par les flammes. Un deuxième anniversaire sur fond de tristesse. Au-delà des pertes en vies humaines, plusieurs femmes entrepreneurs ont vu leur business négativement impacté. La page est tournée, elles bénéficient des subventions. Ce jeudi, les opérations ont démarré. Mohamed De Camara. En décembre 2023, un incendie a touché le dépôt principal d'hydrocarbures de Kaloum. Cet incident tragique a coûté la vie à plusieurs personnes, également des économies des femmes entrepreneurs lourdement impactées. Pour élever l'économie de ces femmes sinistrées après l'incendie, le FMI, à travers le ministère de l'économie et celui de la promotion féminine, vole au secours de ces femmes. Sur le terrain, l'opération est pilotée par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, FAEF. Il était important pour nous que ces femmes puissent se relever après cet incendie. Mais donc aujourd'hui, c'est une suite logique parce que nous avons apporté les premiers soutiens économiques à ces cibles. Les ménages sinistrés de Kaloum, avec 100 micro-projets à fort impact, pour une valeur de 5 millions de dollars. Le premier groupe de femmes bénéficiaires de la subvention seront servis dans quelques jours. Mais bien avant, certains règlements de partenaires microfinance COFINA seront édictés. Nous remercions le ministère de la promotion des femmes qui s'est beaucoup investi. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont demandé de faire nos projets. Nous avons mis nos projets. Et vraiment, ça y est en bonne voie et ça y est en train de se réaliser. Notre rôle aujourd'hui ici est pour aider les communautés individuelles, les communautés victimes à surpasser cet événement. Ce que nous avons vu nous a beaucoup ravis parce que le message a été porté sur un message de positivité. Ce que le gouvernement a fait, on est venu aussi les réitérer, que tout ça témoigne de la solidarité que le gouvernement apporte à leur action et à leur sort. Cette date du 18 décembre 2025 coïncide au 2e anniversaire de cet incident tragique. Une occasion pour les autorités de se souvenir à travers la lecture du Saint-Coran et des prières.
À Conakry, le conseil d'administration de l'Agence guinéenne de la sécurité routière et une session consacrée à l'examen du bilan 2025, mais surtout à la validation des grandes décisions pour 2026. Maïmouna Bella Diallo nous fait le point. Au cœur des travaux, le rapport d'activité 2025, passé au peigne fin par les administrateurs. Une étape clé pour mesurer les actions menées et ajuster les stratégies face aux défis persistants de la sécurité routière en Guinée. On se réunit souvent pour voir quels sont les moyens, quelles sont les priorités à mettre sur pied pour que vraiment l'usager guinéen se sente à l'aise au niveau de nos axes routiers. Le conseil d'administration a validé le budget 2026 et pris connaissance du plan d'action pour la même année. Les échanges ont permis de définir des priorités claires, avec des instructions fermes pour une mise en œuvre rapide et efficace des actions prévues. Nous avons examiné avec le conseil d'administration le rapport d'activité 2025 et le plan d'action stratégique de 2026 a été présenté également au conseil d'administration. L'objectif est clair, c'est de réduire drastiquement les accidents de circulation sur la route, renforcer la formation des conducteurs de taxi-moto, des taximètres, renforcer également les compétences des policiers et des gendarmes également. Cette session s'inscrit dans une dynamique de bilan et de projection visant à rendre le plan d'action 2026 pleinement opérationnel dans les tout prochains mois. Pour le cas de l'Aguizère, c'est la gouvernance suprême pour élaborer les plans d'action stratégiques dans le cadre de la prévention des accidents de circulation et puis aussi la fourniture des moyens et la maintenance des moyens en matière de lutte contre les accidents de circulation. Avec un budget validé et un plan d'action clairement balisé, Aguizère se projette désormais vers 2026, déterminé à renforcer la prévention et à améliorer durablement la sécurité sur les routes guinéennes. Je vous l'annonçais dans les titres. À l'Université de la Baie, des infrastructures modernes voient le jour. Elles sont inaugurées en présence des membres du gouvernement, des infrastructures pour renforcer l'excellence académique. Par ailleurs, des ordinateurs sont remis aux étudiants les plus méritants. Mounir Bari. Ces infrastructures pédagogiques modernes réalisées par le ministère de l'Enseignement supérieur viennent transformer durablement l'Université de la Baie. Elles répondent aux commodités requises et s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui place l'éducation au cœur du programme Simandou à travers le volet Simandou Academy dédié à la formation du capital humain. Excellences, messieurs les ministres, votre présence parmi nous aujourd'hui a une portée symbolique forte. En inaugurant ces nouveaux bâtiments, vous affirmez clairement que l'enseignement supérieur n'est pas une charge pour l'État, mais un investissement stratégique pour l'avenir de la Guinée. C'est un message fort adressé à la jeunesse. La République croit en elle et mise sur son intelligence. Sous le leadership du ministre Alpha Bakar Bari, cet investissement majeur vise à doter les institutions du pays d'infrastructures innovantes, durables et adaptées aux exigences académiques modernes. J'engage monsieur le recteur et son équipe à engager également très rapidement les démarches et donc de prévoir dans le budget 2026 l'ameublement des bâtiments qui restent, l'équipement de la bibliothèque, ainsi que l'aménagement de l'extérieur de ces infrastructures. Nous sommes à notre énième inauguration d'infrastructures. Nous en sommes très fiers, parce que cela répond à une problématique fondamentale. Pour que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation puissent se développer, il faut avoir des infrastructures de qualité. Avec ces réalisations aux standards internationaux, le visage de l'Université de la Baie est profondément transformé, offrant aux étudiants et encadrants un cadre d'apprentissage plus performant. En ce jour d'inauguration, je ressens à la fois de la fierté et de l'humilité. Fierté pour le chemin parcouru depuis la création de l'Université de la Baie, pour les efforts consentis, pour la confiance renouvelée par les autorités nationales. Humilité parce que ces réalisations nous obligent
elle nous impose de hisser notre niveau de performance, de discipline et d'engagement. En marge de cette inauguration en série, le ministre échange avec les étudiants et les encadrants. La cérémonie est également marquée par une séance de fitness et la remise d'une importante quantité d'ordinateurs aux étudiants distingués par l'excellence académique. Un tour à l'usine de pommes de terre de Mamou. La patronne de l'industrie et des PME est de passage après la rénovation des installations. C'est dans l'optique de réactiver la machine industrielle de la Guinée. Ali Badara Kondé. Le gouvernement poursuit sa politique de relance industrielle. À Mamou, la ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, s'est rendue sur le site de l'ancienne usine de conserverie de la pomme de terre. Aujourd'hui complètement rénovée avec des équipements de pointe pour la transformation de la pomme de terre en fruits. Avec tous les risques que cela dénote, nous avons pris l'usine de Mamou afin de pouvoir la relancer. Aujourd'hui, nous faisons les frites surgelées. Les frites surgelées dans les sachets qui sont souvent à 1 kg, 2 kg et 2 kg 500. Et nous avons ici une chaîne qui fait 1 tonne l'heure. Dans les aménagements, on peut aménager les heures, donc on peut avoir 10 tonnes de frites par jour. Donc vous avez une chaîne d'une très grande capacité qui peut aujourd'hui absorber une grande quantité de pommes de terre. La transformation de cette ancienne conserverie en une usine de fruits est le fruit d'un partenariat public-privé. Et la visite de la ministre de tutelle symbolise une nouvelle ère pour l'industrialisation guinéenne. Aujourd'hui, nous pouvons nous rassurer que nous sommes pratiquement à 80% dans le cadre des travaux d'infrastructure. La chaîne est déjà installée et nous espérons que dans les 2 prochaines semaines, nous allons mettre les lignes en marche pour le test et que nous puissions avoir aussi des produits de qualité. Désormais, qu'on se dise quand même la région de Mamou, Pita et autres qui sont le cœur battant même de la pomme de terre. Nous avons voulu que cette usine s'implante ici et que nous puissions avoir désormais des frites surgelées en Guinée. Non loin de cette unité industrielle, Dr Diaka Sidibé a poursuivi sa visite dans les installations de l'ancienne usine d'outillage agricole de Mamou. Elle était autrefois dédiée à la fabrication d'outils et d'équipements agricoles. À présent, la rétrospective des faits marquants de l'année qui s'achève. On s'intéresse au secteur de l'élevage et de la pêche. Actuellement, ils subissent des changements importants afin de renforcer la santé des animaux, valoriser les produits locaux et moderniser les pratiques. Pendant ce temps, la pêche et l'économie maritime opèrent une mutation grâce à la modernisation des infrastructures, la lutte contre la pêche illicite et la promotion de l'aquaculture. Ces initiatives montrent une volonté de structurer ces secteurs afin d'assurer la durabilité et leur contribution au développement économique du pays. Noumousso Diakité. L'année qui s'achève aura été marquée par une dynamique nouvelle dans le monde rural guinéen, affirmant ainsi son rôle essentiel dans le développement national. Au ministère de l'Élevage, sous la direction de Félix Lama, des mesures réglementaires ont été mises en place, telles que l'élaboration de textes d'application du code pastoral, du code de l'élevage et des produits animaux, ainsi qu'un guide des bonnes pratiques en élevage intensif. Pour relancer la filière avicole et en réponse à la grippe aviaire, le ministère a distribué gratuitement 600 000 poussins et 400 tonnes d'aliments, subventionné 100 000 tonnes de maïs, en plus d'appuyer les porciculteurs de la région forestière. 851 fermes fonctionnelles ont été intégrées dans une base de données nationale en cours de conception et un réseau vétérinaire national a été mis en place, renforcé par un dispositif de vaccination plus efficace. Ainsi, une campagne nationale de vaccination gratuite contre la rage avec 300 000 doses disponibles a été lancée, accompagnée d'un outil digital innovant pour surveiller la santé des animaux vaccinés.
Pour résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs, des mesures strictes ont été prises par le président Mamadi Doumbouya et supervisées par le ministre Félix Lama en octroyant des zones de pâturage et en interdisant la transhumance frontalière. Par ailleurs, un partenariat avec l'Agence brésilienne de coopération a été établi pour améliorer la génétique des vaches de la race locale Ndama et un programme national d'insémination de 2000 vaches a été lancé avec la FAO. L'année 2025 aura été l'année de la transformation et de la promotion du secteur de l'élevage afin d'assurer la souveraineté nutritionnelle et alimentaire en Guinée. Parallèlement, sur le littoral, la pêche et l'économie maritime poursuivent leur mutation avec des actions telles que la modernisation des infrastructures, la lutte contre la pêche illicite et la promotion de l'aquaculture. La validation récente de conquis au CNT marque une étape importante dans l'implémentation de la nouvelle politique publique alignée avec le programme d'économie bleue de l'Union africaine qui vise à valoriser durablement les ressources maritimes et fluviales du continent. Ces initiatives démontrent la volonté du pays d'exploiter ses ressources bleues de manière optimale tout en préservant l'environnement marin. Les secteurs de l'élevage et de la pêche se rejoignent dans une ambition commune, construire une économie durable, solidaire et résiliente où le monde rural joue un rôle central dans le développement économique et social de la Guinée. Et pour terminer, à l'approche de la présidentielle du 28 décembre, les mobilisations citoyennes autour de la paix s'intensifient. À l'Abbé, le Conseil national des jeunes de Guinée, soutenu par la Direction générale des élections, organise une mobilisation citoyenne. Objectif à sensibiliser les jeunes autour des idéaux de paix. Diarra Diallo, Sarafdine Diallo. Pour prévenir les tensions, le ministère de l'administration du territoire, en collaboration avec le ministère de la jeunesse, lance une initiative de mobilisation citoyenne. Portée par la Direction générale des élections et le Conseil national des jeunes de Guinée. Elle vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, avant, pendant et après les scrutins. Madame la directrice accordait beaucoup de prix à la paix. Elle a jugé nécessaire de collaborer avec beaucoup d'entités, notamment le Conseil des jeunes de Guinée. Ce conseil va consacrer tout son temps à travers toute la République de Guinée, prendre son bâton de pèlerin, véhiculer ce message. Les jeunes occupent 77,03% de la population guinéenne, donc la majorité écrasante, et que c'est ces jeunes aujourd'hui qui sont la cible de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Et c'est ces jeunes qui vont aller aux urnes le 28 décembre 2025 pour se prononcer. Et nous, on s'est dit qu'il est vraiment important, voire même crucial, que ces jeunes puissent être conscientisés, puis puissent adopter un comportement responsable. À l'Abbé, la rencontre mobilise de nombreux jeunes venus échanger avec les responsables sur les enjeux électoraux et la préservation de la paix. La jeunesse, c'est le poumon de la société. Nous sommes des ambassadeurs de la société. Ils ont eu l'idée de nous inviter à cette activité-là pour véhiculer les messages autour de nous ici. Je les remercie beaucoup pour cette initiative. Nous sommes à l'horizon des élections qui s'annoncent bientôt. Vraiment, je salue l'idée de Madame la directrice générale des élections, en même temps le Conseil national des jeunes, qui ont eu ce privilège de venir vulgariser une sensibilisation dans la région administrative de l'Abbé pour la consolidation de la paix et de vivre ensemble. Cette sensibilisation du CNJ Guinée, appuyée par la Direction générale des élections, cherche à renforcer la confiance entre citoyens. La jeunesse de l'Abbé s'engage ainsi à prévenir les tensions et à encourager une participation responsable pour une paix durable. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.